Hello les passionnés, je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau live sur la chaîne Moki Tennis. J'ai le plaisir de recevoir Aurélie Lamy, préparatrice cérébrale, voilà, qui va nous parler de sa méthode qu'elle a mis en place avec tous les types de sports, voilà, sport individuel, sport collectif. Donc voilà, on va parler autour de cette thématique de la préparation mentale qu'on entend beaucoup parler et de plus en plus dans le monde du sport. On parlera pas forcément que de tennis, on parlera un peu de tous les sports. Et n'hésitez pas à poser un maximum de questions à Aurélie, voilà, qui est avec nous, peut-être pendant une heure et demie. On va voir, voilà. Donc je vais la faire monter sur le live de suite. Et bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Bonjour tout le monde. Bonjour, est-ce que tu m'entends bien, Aurélie? Ouais, je t'entends très bien. Très bien. Et toi? Bah nickel, pareil. Bien. Top. Bon, c'est ta journée de live si je comprends bien. Ouais, t'as vu ça? Effectivement, en anglais, en français. Écoute, j'en fais jamais. Là, j'en fais deux dans la journée. Écoute, c'est sympa. C'est très sympa. Bon, bah merci, déjà tout d'abord merci d'avoir répondu à mon invitation, c'est sympa. Eh ben, de rien. Merci à toi. Voilà, donc j'avais déjà eu quelques préparateurs mentaux dans le monde du tennis, mais là préparation cérébrale, on m'avait parlé de toi, on va être honnête, et du coup je me dis je vais tenter ma chance, voir si elle est un peu disponible pour parler, parce que on a pas mal de zones d'ombre là-dessus, donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter un petit peu. Avec Tu plaisir. as combien de temps, tu as combien de temps à peu près Aurélie pour le live? Je m'étais mis une heure, mais voilà. C'est histoire de timer, hein, parce que j'ai des très bavards, des fois j'ai fait 3h30, je suis pas sûr. Ah bah là, je peux faire un live très fort. Mais vu que je pars demain sur circuit, j'avoue que voilà, une heure c'est bien. Si on déborde un peu, c'est pas très grave. Ça marche, pas de problème. Ok, bon bah déjà bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, hein. J'ai vu que tu avais fait pas mal de pubs aussi pour le live, donc c'est plutôt cool. Bah, ce que je te propose, c'est que peut-être que tu te présentes. Ma communauté te connaît pas forcément beaucoup, si tu pourrais te présenter, puis après on commence l'échange si ça te va. Donc, Aurélie Lamy, je suis préparatrice cérébrale donc de sportifs de haut niveau et donc quoi, je suis une ancienne danseuse. Pour la faire court, j'avais du mal à comprendre pourquoi des fois j'avais des performances incroyables. Je me sentais tellement bien, des fois j'étais complètement à côté de mes pompes. Et j'avais du mal à supporter l'idée que ça ne puisse pas dépendre de moi. Voilà, je comprenais pas pourquoi il fallait jouer au petit bonheur la chance. Alors, je parle de l'athlète, mais moi je considère qu'on est tous des athlètes de haut niveau, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé sur scène, ça peut arriver à n'importe qui sur un entretien d'embauche, sur des moments importants de vie, même sur du sport amateur, peu importe. Et donc, du coup, j'ai décidé de me former à cette compréhension-là pour pouvoir moi-même accompagner des individus. Et donc, voilà, j'ai suivi un cursus de formation qui était un peu personnel. Et voilà, j'ai commencé à. J'ai eu la chance de travailler avec des sportifs assez rapidement, notamment une athlète d'aviron qui est devenue vice-championne du monde un an et demi après qu'on ait commencé à travailler ensemble. Ça m'a donné une petite réputation. La psychologue du sport avec laquelle elle travaillait a donné mon nom à la Fédération française des sports automobiles. Et de là, eh bien, j'ai travaillé avec l'équipe de France de sport auto, avec Pierre Gasly, Antoine Hubert. Et puis de là, j'ai fait tout un parcours dans le sport automobile. Donc c'est ma grosse spécialité, mais j'ai aussi travaillé j'ai été aussi consultante pour l'équipe de France de rugby, pour l'équipe de football d'Arsenal. Je travaille dans le Incroyable, tennis aussi. incroyable. Tennis, le golf, le VTT descente, l'aviron, enfin voilà, pas mal de sports au final. Fan de sport. Incroyable parcours entre guillemets en quelques années. Et du coup, c'est un parcours un peu universitaire ou c'est des formations un peu Non, à en côté? fait, ouais, en fait, moi j'ai un parcours complètement atypique. J'espère que ça donnera la foi aussi à tous ceux à qui on fait croire qu'il faut un Bah ouais, cursus un peu, classique, ouais. comment dire, ouais, un cursus classique. J'ai pas du tout un cursus classique. Quand je suis rentrée de Londres et que j'ai cherché des formations, et ben moi je payais mes factures. Donc je pouvais pas tout arrêter pour suivre un cursus qui nécessitait d'être là à plein temps. Et donc, j'ai fait une école de sophrologie. En fait, il s'avère que j'ai un ami qui me dit, ah tiens, il y a une nouvelle, il y a un truc, ma nouvelle petite amie, elle fait des études de sophrologie. J'en avais jamais entendu parler. Il faut bien se rebasculer. On est 15 ans en arrière. Et il y a 15 ans, on parlait pas du tout de sophrologie, ou Non, très pas du peu. tout. Et donc, je regarde et je vois que c'est basé, enfin, il y a beaucoup d'approches corporelles, etc. Et je me dis, pourquoi pas, je m'inscris à une école à Montpellier qui me permet
le week-end d'être en cours et la semaine de bosser. Je fais 2 ans d'une école qui est vraiment très bien, mais le côté collier d'ambre, robe à fleurs, galet bambou, c'est pas mon délire. D'accord. J'ai un esprit très pragmatique. Par contre, ça me donne une base de travail sur la sensation et le corps qui fera une de mes grosses différences par la suite, parce qu'on va voir que c'est pas du tout abordé par le préparateur mental. Ce qui me semble fou, en fait, ce qui me semble fou, c'est qu'on parle d'athlètes qui font de leur corps leur profession et que ni les psychologues ni les préparateurs mentaux n'abordent le corps. Enfin voilà, bon, bref, c'est ma petite anecdote, ma petite aparté. Et d'ailleurs, nous, dans nos vies, on a tendance à l'oublier aussi, mais c'est un autre sujet. Et donc du coup quoi, je sais plus où j'en étais. Non, tu parlais de ton parcours, donc plutôt des formations Ouais, voilà, hors c'est ça. cursus classique, quoi. Et donc, une fois la sophro terminée, je me dis c'est super, j'ai bonne base sur un aspect précis, mais ça manque de fondement pragmatique, ça manque d'informations sur le cerveau, parce que vraiment c'est le sujet qui m'intéressait. J'ai eu la chance de faire des formations privées, presque même en individuel, sur les neurosciences. Parce que à cette époque-là, je collabore avec Psychologie Magazine, qui m'ouvre les portes de pas mal de neuroscientifiques avec lesquels ils collaborent. Et donc de là, je commence à assembler différentes pièces qui deviennent ma méthode, que j'ai appelée préparation cérébrale parce que ce n'était pas de la préparation mentale, et puis que je n'étais pas formée à ça, et je n'étais pas sophrologue non plus. Et je me suis vraiment trouvée dans ce domaine-là, en fait, avec cette méthode-là, qui a rapidement parlé aussi à beaucoup de monde, et qui a fait que j'ai pu avoir le parcours que j'ai aujourd'hui. Ok. La championne d'aviron, c'est Laura, c'est ça, de son Laura prénom? Tarantola. Ouais, Tarantola. Laura Tarantola. Alors, celle avec laquelle j'ai commencé, c'est Anna Pifto, Ah, qui, Pipo. par hasard, faisait partie d'un bateau à 4 avec Laura Tarantola à l'époque, que je ne connaissais pas. Et 10 ans plus tard, j'accompagne Laura Tarantola aux Jeux Olympiques 2025. Bon, bref, le monde du Incroyable. sport est un milieu tout petit. C'est vrai que c'est dur d'y rentrer. Moi, j'essaie d'y rentrer petit à petit. C'est dur d'y rentrer. Après, quand on s'y rentre, les connexions peuvent se faire assez rapidement, c'est vrai. Ouais, c'est Mais au vrai. début, c'est compliqué. D'accord, très bien. Bah, le parcours, il est juste incroyable en peu de temps au final. Et du coup, tu parlais de... Du coup, c'est quoi la préparation cérébrale? Tu as lancé ton discours en parlant de... Il y a la préparation mentale, mais il parle pas du corps. Du coup, Mm. bon, je pense que c'est deux choses différentes. Je ferais peut-être des erreurs, mais c'est quoi la préparation cérébrale? Du coup, c'est quoi ta méthode là-dessus? Alors si je devais définir la préparation cérébrale, un de mes premiers décryptages sur lesquels je suis hyper attentive avec un athlète, ou avec un individu en général, parce que tout ce que je dis finalement est vraiment valable pour tout un chacun. Vous avez déjà dû probablement, vous avez probablement déjà entendu parler des 3 cerveaux. Donc on parle du corps, des émotions et du mental. Il faut savoir que c'est une théorie qui date des années 70 et qui a été par MacLean, qui a été critiquée par la suite parce que pas assez scientifiquement rigoureuse, puis il attachait des aires cérébrales qui n'étaient pas forcément les bonnes certaines activités du cerveau. Néanmoins, moi, je suis repartie de cette base-là parce que ce que j'ai identifié, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait des flux, 3 grands flux d'informations. On a le flux de nos émotions, le flux de nos pensées, le flux de nos sensations. C'est les 3 grands flux d'informations auxquels on peut avoir accès. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, naturellement, sont câblés pour privilégier un de ces flux. On va avoir les personnes qui vont privilégier le flux des émotions, ce que j'appelle les personnes dites affectives. Il y a des personnes qui vont privilégier le flux d'informations de l'analyse, c'est ce que j'appelle les analytiques. Et puis les personnes qui privilégient le flux d'informations de leurs sensations, ce que j'appelle plutôt les instinctifs. Alors on n'est pas tout à 100%, on n'est pas à 100% puis zéro nulle part. On va avoir une première grosse prédominance. Une deuxième, ce que j'appelle le cerveau médium. Alors, on est d'accord que cerveau, scientifiquement, c'est pas ça, mais je les appelle quand même les 3 cerveaux pour repartir de cette base-là, mais scientifiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. On va avoir le flux d'informations analytiques, on va avoir un cerveau médium, et puis on va avoir un cerveau faible. Il faut savoir que le fait de capter ces différents flux d'informations va nous donner des qualités. Par exemple, celui qui capte le flux d'informations de ses émotions, qui est plutôt un affectif, va avoir des qualités d'empathie, de créativité, de sociabilité très fortes. Mais il va aussi avoir les limites de ce flux-là trop permanent.
celui qui a le cerveau de l'analyse en première prédominance, en premier flux, va être très bon en analyse, en solution. C'est quelqu'un qui va être rigoureux dans le détail des choses, qui va être très organisé, méthodologique. Ça, c'est plutôt les caractéristiques de l'analytique. Et puis l'instinctif, lui, il a une qualité que beaucoup voudraient acheter dans des tas de livres, c'est la qualité de l'instant présent, puisque la sensation n'existe que dans l'instant. Il est d'humeur constante. Il a une constance dans tout ce qu'il fait, contrairement à l'affectif qui va avoir tendance à varier. Il va être directement relié à ses sensations, donc il ne se pose pas 10 000 questions. C'est quelqu'un de très reposant et d'assez neutre. Bref, chacun de ces flux nous donne des qualités et des défauts, sauf qu'on en a tous un qui prend le pas sur nous. Et quand on n'apprend pas à travailler ces 3 flux, eh bien, on va subir notre flux d'informations majeur dans des situations où on n'en a pas besoin. Je prends un exemple. Un joueur de tennis qui vient de louper un point décisif ou vient de marquer un point décisif, il a ce moment crucial du filet jusqu'au retour à la ligne. Si c'est un affectif, il y a de grandes chances, affectif analytique, il y a de grandes chances qu'il se mette à penser parce qu'il a peur, soit de louper le prochain point, soit parfois peur de le réussir parce que mon Dieu, qu'est-ce qui se passe si je gagne ce match? S'il se met à activer ses émotions et ses pensées sur le retour à la ligne, il y a de grandes chances que son prochain point, il ne le mette pas. Donc, ça va être de se dire, si mon flux naturel, c'est d'être dans mes émotions et mes pensées, est-ce qu'il ne faudrait pas à ce moment-là activer le flux de mes sensations pour éviter ce que j'appelle des flux cognitifs? Donc, on va venir perturber le flux cognitif ou on va faire des saturations cognitives pour justement permettre aux sportifs de ne pas activer le flux d'informations naturel qu'il a et qui lui ferait défaut dans cette situation-là, par exemple. Et donc ça, c'est pareil dans notre vie de tous les jours. On a besoin d'être plus dans nos sensations quand on va aller se coucher, parce que si on est dans nos émotions et dans nos pensées, bah, bizarrement, on dort pas. En fait, ça dépend de notre état émotionnel, mais on va avoir tendance à pas dormir. Quand on est dans un groupe, qu'on doit faire de la cohésion, qu'on doit parler à des sponsors, des partenaires des médias, bah, c'est mieux d'être dans ses émotions pour transmettre quelque chose. Et puis quand on a besoin d'analyser ses erreurs, d'analyser de la data, que ce soit en circuit automobile ou simplement en amélioration continue dans la vie d'un sportif, on a besoin d'activer son flux analytique. Bref, pour être bien équilibré, on a besoin de nos 3 flux et on a besoin de savoir les activer quand on en a besoin, ce que j'appelle l'intelligence situationnelle. Et ça, c'est vraiment le propre de la préparation cérébrale. Ça va vraiment être ma première base de travail, ça va être celle-ci. D'accord. C'est très complet. Et du coup, comment enfin, sans te donner on va dire ta méthode en détail, hein, on va pas tout développer, mais tu mets en place des indicateurs, tu fais une analyse je sais pas, d'un match ou par exemple, pour une joueuse de tennis, on va se mettre dans ce cas-là, mais tu regardes son match et tu vois comment elle évolue sur un match pour te dire, bon, ok, elle est plus de cette catégorie, enfin, elle est plus, comme tu dis, je retiens pas, pardon, Affective, sensible. analytique ou Voilà. instinctive. Tu regardes un match ou par vidéo, comment tu analyses, alors ça doit Alors, être différent pour le sport automobile, notamment aussi, mais Alors en fait, il y a plein de. Alors d'abord, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un entretien. Et en fonction des limites que va me déterminer l'athlète, j'arrive à savoir quelle est la prédominance, quelle est d'accord. sa prédominance et quel est son cerveau faible. C'est toujours les mêmes limites. On va retrouver toujours les mêmes choses. Ce qui peut y avoir d'intéressant néanmoins, c'est donc déjà on va faire un travail de fond sur l'athlète pour qu'il apprenne à réguler ces différents flux d'informations, à les utiliser de manière intelligente dans des situations précises. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, et c'est là où c'est différent, c'est les réactions en match. Sur un sport individuel, on va retrouver globalement la même prédominance en match que en dehors. C'est pour ça que je trouve ça C'est vrai, intéressant parce que c'est vrai. je me sers beaucoup de la vie en dehors pour réguler un cerveau en match. Parce qu'en fait, on va retrouver les mêmes comportements, mais sur différentes échelles. Par contre, que le travail, par exemple, que j'ai fait, que ce soit pour Arsenal ou ouais, précisément plus pour Arsenal, c'est d'étudier la réaction de l'équipe, donc du groupe, en situation de match. Et là, par exemple, le groupe devient un individu et on voit on essaye d'analyser en match quand il passe en émotion. Par exemple, quand on est dans les derniers instants d'un match et que on voit ils sont menés au score, on voit le moment où ça bascule en mode urgence, on est en mode émotion, on n'est plus dans le mode instinctif, ou quand ça se pose trop de questions, ça veut faire trop le bon élève. Donc j'ai essayé d'analyser les phases de match pour pouvoir y remédier en match. Et donc là, je travaille avec l'équipe sur des astuces de régulation cérébrale en match auprès du collectif.
Du coup, l'objectif, c'est plus de réguler, voire d'optimiser un des cerveaux, ou c'est d'influer pour que une personne soit entre guillemets équilibrée entre les trois. Alors en fait, le travail de fond, ça va toujours être d'apprendre à réguler, de D'accord. permettre à un individu, j'appelle ça comme dans des jeux vidéo, tu vas débloquer des niveaux. Et quand tu as débloqué tes 3 niveaux, tu sais que globalement, tu peux faire face à tout type de situation de manière intelligente puisque tu as débloqué tes 3 niveaux. Par contre, l'idée, c'est aussi de pouvoir influer sur le cours d'un match ou sur le cours d'une compétition quand la régulation n'est pas encore optimale. Et ça, c'est mon rôle quand je suis en compétition, soit avec une équipe, donc soit tu transmets les outils de régulation, tu les vois comment des leaders de jeu, je pense au rugby, peuvent influer sur l'équipe derrière les poteaux quand il y a une transformation qui est marquée, comment on va rassembler les joueurs et influer sur l'ensemble du collectif pour le réguler. Et moi, en tant qu'individu, quand j'accompagne un sportif en individuel, comment moi je vais influer sur lui pendant la compétition pour le réguler individuellement. D'accord. Et quand tu es en sport collectif, je pense notamment à l'équipe de France de rugby ou même au sport automobile, je suppose qu'il y a déjà souvent des préparateurs mentaux qui sont déjà présents. C'est eux qui t'appellent pour combiner vos compétences ou c'est directement le tel ou tel sportif? Comment ça se passe, la collaboration? Alors ça doit pas être toujours simple, je suppose, mais comment vous travaillez en synergie? Parce que c'est deux choses différentes, là, je comprends bien, mais comment ça se passe? Alors, dis-moi, j'ai une petite question. Quand il y a des questions en bas, c'est toi qui les chopes et qui y réponds ou on y répond en cours ou... Quand on peut y répondre en direct. Donc, pourquoi trois Alors, niveaux? On peut y aller direct, hein. bonjour. Pourquoi 3 niveaux? Alors, bonjour. Pourquoi 3 niveaux? Alors, je ne sais pas à quel moment vous vous êtes arrêté ou vous avez commencé. Globalement, c'est 3 niveaux d'information. Il y a des livres qui parlent des 3 cerveaux. Alors, scientifiquement, c'est pas, on n'a pas 3 cerveaux, mais on va dire qu'on est capable, on capte trois informations, 3 grands Au flux niveau du cognitif, d'informations. quoi. Le flux d'informations de nos émotions, le flux d'informations de nos sensations, le flux d'informations de nos pensées. Et l'idée dans la préparation cérébrale, c'est d'être capable de capter le flux d'informations que l'on souhaite capter au moment où on souhaite le capter. Par exemple, je suis un affectif analytique, je suis plus souvent dans mon flux naturel émotion-pensée parce qu'on a tous un flux prédominant de manière naturelle qui est lié à nous et puis à notre histoire, à notre éducation, bref, peu importe. Est-ce que je suis capable d'activer mon flux de sensations quand je veux revenir dans l'instant présent, quand je le souhaite ou pas? Eh ben, la plupart du temps, on n'est pas capable d'activer tous nos 3 flux d'informations quand on le souhaite, tout simplement parce qu'on n'a pas appris à muscler nos 3 flux d'informations de la même manière. Il y en a toujours un qu'on utilise un peu trop, soit c'est les émotions, et on est plutôt un affectif, soit c'est les pensées, on est plutôt un analytique, soit c'est les sensations, on est plutôt un instinctif. Voilà. Pour ta question, est-ce que c'est des prépas? Alors, d'abord, on se fait souvent une fausse idée du sport de haut niveau, vraiment. Euh, on pense que c'est bien plus équipé que ça ne l'est vraiment. Il n'y a pas du tout tant de préparateurs Je vois ce que tu mentaux. veux dire, ouais, comprends très bien Voilà. ce que tu veux dire. Souvent, les spectateurs, ou quand on regarde ça de l'extérieur, on imagine un monde merveilleux dans lequel la performance est tout le temps au top, tout le temps pensée dans le moindre détail, hyper équipé, à la pointe. Eh ben, je peux vous assurer que c'est c'est pas comme ça du tout. Non, il y a encore beaucoup de manquements, il y a encore beaucoup de travail à faire de démocratisation de ces métiers-là. Qui m'a appelé? Alors concrètement, comment on m'a appelé en équipe de France? D'abord, je ne suis pas intervenue auprès des joueurs. J'ai été consultante pour Fabien Galtier, Pour poser qui n'est quelque pas chose. tout à fait pareil. C'est vrai. Comment j'ai été contactée? Plutôt par lui directement, qui avait entendu parler de mon travail, et ensuite Arsenal m'a contactée parce que ils avaient entendu parler de mon travail auprès de l'équipe de France, auprès de Fabien Galtier. Donc ça c'est plus fait comme ça. Je n'ai donc pas rencontré l'équipe encadrante des joueurs de l'équipe de France, donc je ne peux pas te dire, mais non, il n'y a pas eu spécialement de collaboration. Et en sport auto, c'est le pilote qui m'appelle généralement. D'accord. Et il n'y a pas vraiment, donc du coup, il n'y a pas de collaboration avec un préparateur mental. Ce qui peut y avoir de temps en temps, et là, je vais plus retrouver peut-être plus les sports olympiques, c'est un psychologue. D'accord. Là, pour le coup, il peut y avoir un travail de collaboration. Ça reste anecdotique.
Donc non, la plus grosse collaboration que je vais avoir, ça va être avec le staff encadrant et le joueur. Donc quand c'est un pilote, ça va être l'ingénieur. Gros travail avec l'ingénieur et le pilote. Ça, je trouve ça vraiment super. Et puis quand c'est d'autres sportifs, ça va être ouais, les coachs, coach, manager. C'est hyper important de travailler en équipe pour pouvoir influencer ou influer sur tous les facteurs qui peuvent eux-mêmes aider le joueur. Et généralement, tout le monde est demandeur, donc c'est toujours hyper intéressant de travailler en équipe. D'accord. J'avais une question du club d'Hermont de tennis que je trouve assez pertinente. Est-ce qu'il existe des datas pour déterminer les joueurs les plus performants dans le tennis ou je prolonge dans d'autres sports, permettant de dire ceux qui sont les plus performants, c'est des instinctifs, des émotionnels ou des Ah, analytiques? pas du tout. En tout cas, pas du tout parce que ce décryptage-là, je pense être une. Alors, je vais dire la seule parce que à travailler comme ça dans le sport, en tout cas, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu d'autres choses sur ça. Je réfléchis en même temps. Je suis désolée, je suis un peu longue, mais Non, non, mais pas de la seule souci. chose la seule chose qui pourrait s'en rapprocher, c'est des tests, mais non, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de data à ce sujet-là. Par contre, ce serait hyper intéressant à Ouais, savoir. ouais. Je trouve qu'on retrouve quand même dans le sport majoritairement, de mon expérience, mais c'est peut-être aussi faussé parce que c'est ceux aussi qui vont faire le plus appel à des personnes comme moi, c'est beaucoup d'affectifs. Les affectifs, c'est ceux qui se remettent le plus en question. Donc, ils ont tendance à avoir peur du jugement des autres et donc, du Tu coup, à peux se faire prendre plus sans appel, question, quoi. Ouais. à des personnes comme moi parce qu'ils voient bien que c'est une limite assez forte. Euh, je pense quand même qu'on retrouve beaucoup d'affectifs parce que il y a, pour pouvoir être un athlète de haut niveau, il y a une forte, comment dire, il y a le leadership, ça va être dans ce cerveau émotionnel. Il y a besoin de beaucoup d'émotions, il y a besoin de passion. L'affectif, il a besoin de sens. Ça va être le plus passionné. Donc en fait, il est capable d'endurer des choses parce qu'il est passionné, parce que ça a du sens pour lui. Alors que d'autres vont plus mesurer le pour et le contre. Mm. Bon, ça dépend. Et Ouais. on parle souvent d'ego dans le sport, du sportif de haut niveau a de l'ego. Quelle place a l'ego du sportif au milieu de tout ça, en fait? C'est une bonne question. Je me la pose souvent encore. Bon, pardon. Non, je me la pose dans le sens où je me la pose souvent encore dans le sens où à quel point c'est une aide et à quel point c'est un frein. Ouais. Je pense que un grand athlète est un athlète qui a un ego soigné, on va dire. Tout le monde a un Ego ego. soigné, Ouais. c'est Un, joliment dit. un ego soigné, ouais. C'est-à-dire que c'est pas l'ego qui commande. Ça peut être cette énergie supplémentaire qui parfois fait rebond. Mm. Mais c'est pas lui qui dirige le truc. S'il y a défaite derrière, il n'y a pas une blessure d'ego. Il y a quelqu'un de rationnel qui analyse sa défaite et qui cherche à augmenter ou à améliorer ses capacités. Mais par contre, l'ego, tout le monde en a et je trouve que c'est un point de départ chez certains sportifs qui fait office de rebond très efficace dans des premiers temps. Ça deviendra une limite. Ça peut devenir une limite assez rapidement, notamment quand c'est trop fort. Mm. Mais je connais pas un seul sportif qui ne dit pas je détestais perdre même quand je joue aux échecs quoi. Il y a quelque chose de la défaite est prise à cœur quoi. Et là ça va plutôt être l'ego. Ok. Et l'ego, on pourrait le mettre dans une des catégories de cerveau où on va dire les trois, même quelle que soit sa prédominance, ils ont tous un ego où il est plus ou moins important. C'est une bonne question. Je dirais qu'à partir du moment où tu commences à prendre à cœur le truc, on est plus dans le cerveau émotionnel. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Parce qu'il y a une charge émotionnelle sur le fait de, en fait, l'affectif va avoir tendance à avoir peur du jugement, à avoir une mauvaise estime de lui-même parce qu'il associe ce qu'il fait à qui il est. Mm. Dans la blessure d'ego, il y a beaucoup ça. Si j'échoue, je vaux moins. Et ça, c'est Ouais. vraiment un réflexe d'affectif, plus. Donc, on va plutôt mettre la blessure d'ego dans la charge émotionnelle plus qu'ailleurs, quoi. Ok. Je reviens sur la prédominance cérébrale. Donc tu disais le but c'était
réguler, mais pas de changer forcément la prédominance cérébrale. Ce serait, je pense, contre-productif. Quel exercice d'ailleurs quand vous avez fait le constat, pas le bilan, mais le constat de voilà comment on est foutu au niveau cerveau. C'est quoi les exercices ou les actions que doivent faire les sportifs pour justement tendre vers cette régulation? Il y a plein de choses. Alors, bon, sur les. Alors, plein de choses. Oui et non. Enfin, oui, il y a plein de choses. D'abord, c'est juste de comprendre, de sentir quand est-ce que tu actives toi. Quoi, c'est hyper important. Je sais qu'au bout d'un certain temps, avec les sportifs, bah là, j'ai un pilote récemment qui m'a dit, eh bah, tiens, là, j'étais bien dans mes sensations, puis j'ai senti cette pensée arriver, ça a activé mes peurs. Et donc, du coup, j'ai réactivé mes sensations pour pouvoir contrebalancer. Ça, pour moi, c'est une lecture cérébrale intelligente et une bonne conscience des choses. Donc, qu'est-ce que je voulais dire dans les exercices, il va y avoir, en fonction de ta prédominance, quand tu veux augmenter le flux de tes sensations, on va les travailler, les aires cérébrales liées à la perception des sensations. Est-ce que tu as une perception fine de tes sensations? Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? À quel endroit? Avec quelle précision? Et on va faire des exercices pour augmenter cette perception. Donc, ça va être des exercices qui vont être beaucoup liés, qui vont être faits à un niveau de vigilance modifié parce qu'en fait, dès que tu fermes les yeux, dès que tu es un tout petit peu plus bas, tu sais, à ce niveau d'attention flottante, quand tu commences à t'endormir, eh Hmm. bien, il y a l'avantage de ne pas avoir tes pensées, mais d'avoir des sensations très augmentées. Donc, en travaillant à ce niveau-là, on peut accéder à des sensations et entraîner les aires cérébrales liées à la sensation, à la perception. Ce qui peut être, d'ailleurs, on peut travailler des gestes, la précision du geste, la perception du geste à des niveaux d'attention flottante. Et on peut aller travailler simplement la perception de son corps. Et plus on va travailler ça, et ensuite, va y avoir une application dans le quotidien. Des Ouais. choses tout bêtes. Si vous, derrière votre écran, vous nous écoutez, vous êtes, je le donne à chaque fois, ce truc-là, quand je fais des conférences, mais si vous sentez que vous êtes très fort dans vos émotions, très fort dans votre analyse, vous avez un exercice tout bête que vous pouvez faire tous les jours. Entraînez-vous à être vraiment dans vos sensations quand vous êtes sous la douche. Vous verrez que quand vous êtes sous la douche, vous êtes rarement sous la douche. Un affectif analytique sous une douche, c'est un affectif analytique qui pense à ce qu'il va faire, l'email qu'il va envoyer, combien de temps il va mettre là, qu'est-ce qu'il va faire pour les vacances et qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est pas du tout quelqu'un qui est là parce qu'il n'est pas habitué à activer ce flux d'informations-là. Donc, travaillez juste ça, revenez dans la sensation et juste en faisant ça, tu vois que tu augmentes cette capacité-là, ce flux d'informations-là devient plus facilement accessible parce que tu t'es entraîné dans ton quotidien. Pour les émotions, on va être beaucoup sur quand c'est parce que pour moi il y a deux choses à travailler en prédominance. Tu as ton cerveau fort qui peut être trop fort et prendre le pas sur toi, qui va falloir apprendre à abaisser un peu. Puis ton cerveau faible, auquel tu n'as pas accès, enfin cerveau, c'est pas cerveau, mais ton flux d'informations faible qu'il va falloir apprendre à augmenter. Donc, quand c'est les émotions, quand c'est quelqu'un qui manque d'émotions, on va aller travailler l'intelligence émotionnelle, la compréhension des émotions, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, à quel moment, essayer de se connecter à ça en termes de sensations, parce que les émotions, ce qui se passe autour de soi, on le sent aussi dans nos sensations. Et puis, quand c'est quelqu'un qui a trop d'émotions, on va apprendre à réguler les émotions, mieux les comprendre, savoir comment faire, mettre en place des comportements logiques, voire les déconnecter, déconnecter en situation. Et puis quand c'est quelqu'un qui manque d'analyse, on va tout simplement entraîner l'analyse, donc l'esprit logique, la méthode, on va vraiment entraîner le cortex préfrontal sur de la prise de décision, des choses comme ça. Voilà, donc c'est différents travaux. Différents travaux, effectivement. Je pense à l'impact justement de cette préparation cérébrale. Je pense surtout à la Formule 1. Je veux dire, dans les sports individuels, quand le match a commencé, le préparateur cérébral, il y a que le coach qui peut parler à la joueuse ou au joueur. Donc on va C'est dire que ça. l'impact direct peut être un peu limité. Mais tu parlais que tu avais un travail important avec l'ingénieur. Donc je suppose que tu peux influer, entre guillemets, directement en plein milieu d'une course de Formule 1, par exemple. Non, parce que je peux pas lui parler en pleine course. Alors, en passant par l'ingénieur, je suppose, oui, évidemment. Alors l'ingénieur en pleine course, je peux pas lui parler. En fait, il faut savoir que sur une Ah ouais, course, d'accord.
Les ingés sont dans les stands. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des espèces d'endroits où ils sont assis, voilà, recouverts. Nous, on n'a pas le droit d'avoir accès. Personne du team n'a le droit D'accord. d'avoir accès à cet endroit-là quand on ne fait pas partie des ingés. Enfin, des ingés, ouais, des ingénieurs. Donc, du coup, non. Par contre, ce qui m'arrive de faire, et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est de pouvoir. Je vous explique globalement. Je sens pas mon pilote. Je sens pas. Je le sens pas. Peut-être que je me trompe, mais moi je le sens pas. Donc je vais voir l'ingé. Je lui dis, écoute, je le sens pas. Comment toi tu le sens? Il m'a dit, je lui ai dit, bah moi aussi. Donc comment on fait dans ces cas-là? Donc je lui ai dit, en fait, je lui ai expliqué comment on pouvait activer tel circuit cognitif ou tel autre par le discours auprès du pilote. Et bah, si vous voulez, ça vous intéresse d'avoir le truc ou pas pour vous dans votre vie? Non, j'explique. Bon, ouais. Oui. Globalement, on a plusieurs, on a trois grands réseaux cognitifs. Quand on a une prise d'information, soit ça s'appelle le réseau de la salience, va envoyer l'information vers le mode par défaut. Le mode par défaut, c'est le mode que vous activez. Vous savez, quand vous laissez vagabonder vos idées, vous êtes là, assis là, vous êtes dans votre fauteuil, vous regardez par la fenêtre et vous laissez vagabonder vos idées. Généralement, on refait un peu toute sa vie dans ces moments-là. On pense à des choses, on laisse divaguer, voilà. Et puis, on a le mode exécutif qui est l'inverse. J'arrête de regarder par la fenêtre, je me remets sur mon tableau, mon tableau Excel, etc. Hop là, j'active le mode exécutif. Ces deux modes-là, soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Le problème du mode par défaut, le mode où je laisse naviguer mes pensées, c'est un mode où, quand vous ne vous sentez pas bien, les pensées qui vont vous revenir, elles vont pas être positives du tout. Et qu'est-ce que je fais là? Et je suis dans le flou, et je sais pas où j'en suis. Puis de toute façon, il va y avoir une espèce de mode flou. D'ailleurs, c'est le mode de l'introspection. Dès que vous êtes dans un mode introspectif, vous êtes dans votre mode par défaut. Et donc, du coup, j'explique ça à l'ingé, je lui dis, si tu le sens partir en pleine course, il faut que tu le fasses revenir dans son mode exécutif. Pour le faire revenir dans son mode exécutif, c'est très simple. Il faut être capable de lui décrire étape par étape ce qu'il doit faire, même s'il le sait. Tu lui dis, OK, là, regarde là, OK. Alors, pas freine là, parce que bien sûr, on n'en est pas là, mais parle-lui de manière méthodologique le plus possible pour, hop là, refaire basculer du mode par défaut vers le mode exécutif, ce qui va le remettre dans la course et le faire sortir d'une divagation de pensée qui va le mettre encore plus mal et encore plus en anxiété parce qu'il est en pleine compétition en plus. Donc voilà, on travaille des modes de communication qui agissent directement sur le cerveau dans des situations précises qu'on cherche à anticiper avant la course. Surtout que les pilotes de Formule 1, quand on voit leur volant, enfin, ils pensent déjà à 12 000 choses. Enfin, ça paraît tellement difficile d'influer encore dans cette routine-là à 300 km/h. Ça paraît incroyable, hein. Alors en fait, ouais. Alors après, enfin, ce qui est fou, ce qui est fou. Je vais répondre à la question enfin pas à la question, mais Flavia, tu as, je me permets de tutoyer tout le monde. Ah, Bon, bah, tu peux la tutoyer, Flavia, c'est... tu as dit quelque chose, je te réponds tout de suite après. J'ai vu, en tout cas, je te réponds. Euh, j'ai presque envie de dire que le plus gros du travail, il se joue avant. Vraiment, il y a des niveaux qui sont des niveaux de sélection très forts, comme en F3 ou en F2, où là, il y a énormément de pression. Je dis pas qu'en F1, il y en a pas, hein. Les premières années en F1, il y a énormément de pression. Mais après, au bout d'un moment, on connaît, voilà, on a ça. C'est pas qu'on a sa place mais quand même, c'est un petit monde. Les gens qui savent conduire une F1 au bout de 4-5 ans, c'est quand même une compétence reconnue. On se fait pas sortir comme ça d'un claquement de doigts. Voilà, on va tourner sur une autre écurie, on va avoir des écuries avec différents niveaux. On sait très bien que si on n'est pas bon là, on va régresser sur une écurie un peu moins compétitive. Mais globalement, une écurie de F1 a tout intérêt à garder un pilote qui est déjà expérimenté. Même s'il y en a qui se sont fait sortir au bout de voilà, une, deux.
3 saisons, enfin voilà, en début, mais bon, bref, en tout cas, ils font ça quand même, il faut savoir. Enfin, j'étais intervenue pour la Mercedes F1 Academy auprès des jeunes en karting. Les gamins sont en karting à l'âge de 5 ans. Ils font des courses à une vitesse folle à l'âge de 11 ans. La plus jeune que j'ai accompagnée, elle s'appelle Luna Floucha, elle fait partie de la Mercedes F1 Academy. Iron Dams, elle avait 11 ans. Et il roule à une vitesse sans protection, enfin, c'est hallucinant. Donc, quand à 11 ans, tu fais 2 courses par mois, voire 3 parfois, parce que le rythme est fou, Mm. jusqu'à tes 19-20 ans, tu as acquis des compétences qui sont folles. Et c'est quoi le rôle des parents justement dans ton accompagnement par rapport à ça? Là, on parlait beaucoup des adultes, mais pour les Ah, futurs sportifs de haut niveau. le rôle des les parents, pardon? Ouais, le rôle des parents, enfin, je suppose, là, elle était très jeune, donc c'est quoi ton interaction avec eux justement par rapport à ça? Alors, les parents, c'est le sujet, c'est le plus grand problème. Dans tout le sport, on va pas se mentir, s'il y a des parents qui nous écoutent, donc oui, avec Gwen, je vois la question, effectivement. Je vais revenir sur les questions. Alors attends, si tu veux bien, je réponds aux parents, mais je voulais répondre à Flavia. Ah, Euh, Flavia, ouais, D'abord, elle va m'en vouloir après si j'ai pas répondu. d'abord, Elle a dit, j'adore, c'est très intéressant, moi je ressens beaucoup d'émotions et je pense beaucoup et je me déconcentre rapidement. voilà. Alors la concentration, c'est la capacité à ne pas être parasité. Et donc du coup, la clé de ta concentration, Flavia, tu vas la trouver dans ton corps. Vraiment. Juste, alors je te donne un petit truc que je donne à beaucoup d'athlètes si tu veux t'entraîner. Essaie de t'entraîner à rester concentré sur la différence de température présente dans ton nez quand tu respires. Frein à l'inspire, chaud à l'expire. Frein à l'inspire, chaud à l'expire. Dès que tu penses à autre chose, hop là, c'est pas grave, tu reviens. Frein à l'inspire, chaud à l'expire. Frein à l'inspire, chaud à l'expire. Frein. Et tu fais ça autant, tu fais la boucle autant de fois qu'il le faut pour atteindre un niveau de, à force de t'entraîner, tu vas développer ta concentration, tout simplement parce que tu vas apprendre à ton cerveau à lui dire non, je ne veux pas de ta pensée ou du truc anxiogène, émotion, pensée, non, je veux pas de ce flux d'informations-là, c'est ok si c'est là parce que je suis habituée à les utiliser. Moi, je veux muscler mon flux d'informations de sensations. Chaud-froid, 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 chaud-froid. Et tu vas faire ça régulièrement et tu vas voir que tu vas augmenter ta capacité de concentration. C'est parce que tu n'as pas assez de ton flux d'informations, de sensations et tu es parasité par les deux autres qui sont tout le temps en activité, qui ont tout le temps un truc à te proposer. Émotion plus analyse, c'est Netflix en permanence. Et donc, du D'accord. coup, si tu n'es pas habitué à couper, à dire non, je fais autre chose, tu es happé par le truc. Voilà. Et sur les réseaux, avec les pilotes de F2 cette année, c'est super intéressant. Merci. Euh, je ne connais pas ton prénom puisque je ne l'ai pas dans ton, mais merci pour votre retour. Qu'est-ce que je voulais dire? Les parents, on va pas se mentir. Si vous êtes parents, c'est un sujet. Non, les parents, c'est compliqué. Tous les Oui, je prépas me te le doute. diront, les coachs. Je sais pas. Euh, La question n'est pas innocente, c'est que j'en ai déjà discuté, ouais. alors, les parents, la meilleure chose qu'ils peuvent faire pour leurs enfants, c'est de se tenir à distance. Voilà. Ça mérite C'est d'être dit. c'est de se tenir à distance, d'être là pour eux dans la logistique, les simplifier, etc. Être là pour accueillir leur état émotionnel quand ils en ont. D'ailleurs, j'ai un conseil pour les parents, vraiment. Parce que j'ai des parents qui me disent oui, mais j'ai essayé de baisser le. Des parents qui vont me dire oui, mais comment dire? J'ai des enfants, des jeunes qui se sont retrouvés à être plus anxieux de devoir porter la charge émotionnelle de leur défaite de leurs parents que la leur. Ah, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement vrai. C'est la C'est- défaite des parents des fois, alors c'est théoriquement que la défaite de l'enfant. Ah, mais Et c'est quand tellement les vrai. parents, tu vas voir les parents, ils vont dire, mais oui, mais je suis tellement déçue pour lui, il mérite. Oui, mais garde-le pour toi. Parce que sinon, tu rajoutes une charge émotionnelle au Ah, gamin c'est clair, c'est clair. qui finit par avoir plus peur de te décevoir et de te créer à toi des émotions désagréables que de s'en créer à lui, ce qui est le monde à l'envers. Donc, alors on a tous les parents qui se sont déconnectés du live. Non, je plaisante, mais vraiment, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre enfant, c'est être stable et neutre. Voilà. Et être là pour lui. Il a envie de parler, il est déçu, on est là, on accueille. Et ouais, ça fait partie de l'apprentissage de la vie et c'est ok, et c'est cool qu'il apprenne tout ça aussi jeune. Et nous, on est là pour juste, voilà, les accompagner, mais neutre et stable. Voilà, Pourtant, pas.
Là, on parlait des jeunes, mais dans la Formule 1, il y a quand même pas mal de relations père-pilote quand même. Il y en a quand même quelques-uns en Formule 1. Alors, il y en a quelques-uns. Est-ce que ce sont les plus sains et est-ce que c'est ce qu'on souhaite pour nos enfants? Je ne suis pas bien J'ai pas sûre. dit ça, hein. J'ai pas dit ça, hein. Voilà. Non, si tu parles de Max Verstappen, j'imagine? Bah, Non? Max Verstappen, je pense aussi à, ça doit pas être simple. Je me suis toujours posé la question de Lance Stroll, avec son père qui est responsable de l'écurie. Ça doit être une relation, enfin, même avec les ingés et tout, ça doit être lourd à porter déjà pour lui. Il doit tout le temps Alors, prouver que. ouais. Alors, après, je peux pas parler de ce que je connais pas. J'ai une vision assez. Je peux juste. Non, vraiment, je vais parler de quelque chose que je ne connais pas. Vraiment, j'ai un avis très extérieur. Mais alors, Lens, pour l'avoir eu un peu au téléphone, j'ai plutôt l'impression, du peu que j'en ai, que c'est quelqu'un qui cherche juste à s'améliorer il fait son job, il cherche à s'améliorer, il cherche à faire le boulot. C'est plutôt quelqu'un de bien, je trouve, et qui est mal jugé parce que son père est très riche. Peut-être il ne serait pas là si son père était aussi riche. Bah, sachez que c'est le cas de beaucoup de pilotes, on va pas se mentir. C'est vrai. Il y a de nombreux pilotes en F2, en F3 qui n'ont rien, mais rien à faire ici et qui sont là juste parce que les parents alignent un fric monstre. C'est un des Oui, c'est seuls vrai, faut se sports, dire. hein, Ah oui, c'est vrai, faut le dire, hein. Il y a un financier terrible, hein. c'est un des seuls sports qui est à ce point inéquitable en termes de performance. Donc il n'y a pas que Lens, Non. c'est le cas de beaucoup. Donc voilà. Et après pour Max Verstappen, écoute, j'en sais rien, je pense qu'il ne serait pas où il en est, enfin peut-être pas ou différemment. Aujourd'hui, il doit beaucoup à ça. Après, il y a quelque chose qui est important pour moi, je ne dissocie pas l'athlète de l'individu. Donc, je ne ferai rien et c'est ça pour moi, c'est très clair. Je n'irai pas pousser un gamin dans des travers psychologiques qui vont avoir des méfaits pour de la performance. Jamais. Donc, euh, donc pour moi, ce que je fais pour la performance de l'athlète, je le fais d'abord pour son bien-être et son équilibre à lui. Euh, et le fait est que derrière, ça performe. Mais par contre, et ça m'est arrivé d'arrêter de travailler avec un pilote parce que je trouvais que le père le maltraitait psychologiquement et je refusais voilà, de participer à ça. Voilà. Tout à fait. Non, je comprends. Je comprends. Il y a CBCN qui dit tout à fait en rallye, c'est pareil pour l'argent. Ah, pour le coup, le rallye, je sais pas. Mais a priori, ça doit être pareil. Alors soit je connais moins, mais j'ai l'impression quand même que le rallye, on est sur un univers un peu plus sain en termes de compétences, en Oui. termes de un peu plus sain, j'ai trouvé pour y être, pour avoir un peu fait avec Pierre-Louis Loubet. J'ai trouvé l'environnement un peu plus sain. Il y a quand même un peu moins d'argent. Tu me dis si je me trompe. Je veux bien que tu me donnes ton prénom d'ailleurs. C'est BS Netbox. Box. Euh, si t'as le prénom, je veux bien. Mais je trouvais que c'est un peu moins le cas en rallye, mais peut-être une expérience différente. Et là, on parlait du sport automobile, mais ma question sera peut-être provocatrice, mais est-ce qu'il y a des sportifs, enfin des sports plus compliqués que d'autres à préparer cérébralement? Serge, Ou est-ce que, merci. ou est-ce que l'individuel est plus difficile que le collectif? Enfin, je prolonge, c'est peut-être deux questions en une, mais Alors, le collectif, on va pas se mentir, ça reste un de mes objectifs. Je peux pas dire que je l'ai encore fait comme j'aimerais le faire. Ça d'accord. reste un de mes objectifs de développer un vrai projet auprès d'une équipe, mais des coachs et des leaders de jeu. C'est vraiment d'avoir une approche globale où tous ensemble, on est acteurs comme si tu avais l'ingé, le pilote et le driver coach. Ben, en fait, comment avec ces trois entités-là, on arrive à créer une performance voilà, sur une saison. Ça a failli dans le rugby. Et finalement, ils ont privilégié la réflexion de leur. Bon, bref, peu importe. Mais ça, c'est un un de mes gros objectifs. Sur l'individuel, est-ce qu'il y a un sport plus compliqué? Je dirais que le sport auto reste pour moi le plus compliqué parce que il y a beaucoup de facteurs extérieurs euh, qui peuvent venir. Alors attends, je réfléchis, hein. Ça dépend si on parle pour moi vraiment d'un point de vue professionnel, d'un point de vue humain. D'un point de vue professionnel, je dirais qu'il y en a.
aucun. Enfin, c'est un peu, à peu près tous la même chose. Vraiment. On est sur des individus qui veulent développer leur potentiel. Et donc pour moi, voilà. Après, il peut y avoir des âges différents, des sports différents. Je sais que dans le rugby, ça vient de plus en plus, mais en termes de maturité, il peut y Mm. avoir encore le fait qu'à partir du moment où la performance est diluée dans un collectif, on va peut-être moins prendre au sérieux. Mais néanmoins, ça progresse, je trouve, pas mal. Dans le sport auto, ça reste pour moi un environnement compliqué à gérer parce que tu as un niveau d'engagement financier qui est monstrueux, que tu dois être capable de mesurer et rendre des comptes sur tout ce que tu fais, sur comment tu le fais. Et donc, il y a une approche presque de data scientist un peu, Ouais. que j'ai moins sur les autres sports. Et parce que les pressions sont multiples. Tu as la pression du team. L'organisation dans le sport auto est complexe, c'est-à-dire que l'athlète, c'est le client du team. C'est Ouais. quand même, Ouf. ja- Ouais. jamais tu travailles dans ce type de conditions, mais en même temps, le team a sa propre. Tout le monde est allié et en même temps un peu ennemi. Alors donc du coup, tu navigues dans un environnement où il faut avoir énormément, je trouve, Faut être de. toujours ça, hein. Non. Non. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est de réussir à avoir une lecture intelligente. Je trouve que ça te demande, moi, ça me demande en tant qu'humain de travailler avec beaucoup de capacités qui sont pas forcément naturelles et je trouve que c'est un chouette challenge. Voilà. D'accord. Euh, je parlais des différences de sport. On oppose souvent, alors moi je parle surtout du tennis féminin sur ma page, hein, voilà, j'essaie de mettre en avant le tennis féminin. On met souvent en opposition la psychologie féminine et la psychologie masculine. Est-ce que toi, dans ton travail, il y a des différences entre hommes et femmes, ou est-ce que toi, tu emploies les mêmes méthodes? Alors c'est peut-être que le cerveau est différent entre hommes et femmes, peut-être. Toi, est-ce que tu as des méthodes différentes ou une approche différente entre un homme et une femme? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Aucune approche différente. C'est quoi le plaisir de faire de la F1 pour les athlètes? Ah, bon, ça c'est une grande question, il faudrait leur demander, mais je pourrais y répondre. Et Je connais pas Pierre Gasly, Antoine, désolé. ouais, pour le WEC, WEC, tout à fait d'accord. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles catégories là en sport auto qui sont vraiment hyper intéressantes. Non, je travaille pas du tout différemment avec un homme avec une femme. D'ailleurs, j'ai longtemps travaillé qu'avec des gars. Et puis récemment, bah, j'ai commencé à travailler avec des filles. Et non, j'ai pas du tout une approche différente. Le discours est le même, pas du tout une approche différente. La même, vraiment. Salut Amandine! Donc, Ouais. je fais un coucou à Amandine qui est avec qui je travaille cette année. Et c'est quoi le Pourquoi avant? plaisir de faire de la F1 pour les athlètes? Alors, je ne parlerai pas pour eux, mais pour toute personne qui conduit un petit peu quand même. Adrénaline. Euh, Moi, j'avoue que j'ai pas une grosse voiture, mais déjà quand je prends un bon virage, ça me fait des sensations de fou. Donc, non, L'adrénaline, hein. Ça doit être un truc de dingue. il y a quand même un truc. Enfin, je veux dire, il y a quand même. Et puis, faut quand même se dire, c'est un peu comme tout. Le sport auto, moi, je voulais pas y être. Et puis finalement, je me disais, mais c'est quoi l'intérêt de voir des mecs en vrai, on se rend pas compte quand même qu'il y a c'est une fourmilière de fous. On vit dans un monde un peu à part, comme un peu dans n'importe quel sport où tout d'un coup ça devient une famille. On passe presque autant de temps avec eux qu'avec notre propre famille. Et donc, il y a une collaboration qui est aussi hyper intéressante. Il y a un aspect scientifique sur la data qui est hyper intéressant. On va aller chercher. Voilà, il y a un travail d'équipe que je trouve assez intéressant. Et après, sur le plaisir de la conduite, ben, en fait, assez important, quoi. Je parle beaucoup de sport auto, mais je joue aussi au tennis troisième série. Eh bien, écoute, Serge, super. C'est bien. Et du coup, là, tu travailles avec Amandine. Bon, Amandine, on se connaît un petit peu. Je sais pas si elle va rester un peu dans le live. C'est la première joueuse ou joueur avec qui tu travailles, ou tu as eu d'autres collaborations dernièrement ou en ce moment d'ailleurs? Alors, non, j'en ai au tout départ. Les joueurs de tennis, je trouve que c'est les D'accord. premiers qui viennent te voir à un niveau beaucoup plus bas. Ouais. Et là, c'est la première fois que je reviens en tennis, effectivement, à ce niveau-là, voilà, avec Amandine. Et donc, je suis hyper contente de ce projet parce que j'adore le tennis. Il y a vraiment des aspects, c'est un aspect mental, il y a un Ouais, aspect c'est vrai. mental très fort. Et en fait, il y a des trucs à savoir qui sont vraiment très simples
j'allais dire pour truquer son cerveau en fait. Donc, Ouais, j'aurais tellement kiffé que tu puisses travailler un petit peu avec Benoît Paire. Je peux pas m'empêcher d'y penser. moi aussi. Mais il y en a Mais des fois, j'ai envie de leur envoyer un message sur il y Instagram. avait Mais... il y avait son agent dans le live tout à l'heure, hein. C'est pour ça que je dis ça. Je sais pas s'il est parti, mais il y avait Ah l'agent de mince. Benoît dans le live. Eh Donc ben écoute, Daryl, si tu m'écoutes, c'est le frère de Gaël, mon fils d'ailleurs. Je dis Daryl, si tu m'écoutes, voilà, il y a Aurélie. Voilà, voilà. ça pourrait être intéressant. Vraiment, vraiment, mais la gestion, il y a des trucs sur l'agacement. L'agacement n'a aucun intérêt. Enfin, l'agacement, C'est énorme. la gestion émotionnelle a un impact direct sur la perception visuelle, sur la perception d'une situation. Et donc, du coup, il y a des trucs à désactiver qui sont hyper simples. Mais une fois qu'on a compris ça, on sait que, enfin, voilà, il y a plein de trucs. Il y a des, comment dire, il y a des trucs auxquels on est moins, on se désensibilise. Moi, j'aime bien me dire qu'en tennis, c'est soit l'autre prend la barre, on le sait très bien, hein, plus que sur d'autres sports, soit l'autre prend l'ascendant sur toi, il voit ce qui peut t'agacer. C'est pas possible d'être dépendant de l'autre. Ça, c'est trop simple en fait à désactiver. Il y a des choses vraiment trop simples à désactiver en tant que joueur de tennis. Au final, on voit les grands champions. Je suis pas un grand fan, mais le modèle par rapport à ça, c'est Novak Djokovic. On voit que globalement, il est dans sa sphère, on va dire. Ouais, J'ai l'impression, il est dans sa oui, sphère et tout autour, rien ne peut se passer. Ah bah, ou même Yannick Sinner. Sinner, c'est peut-être le meilleur exemple. On a c'est l'impression que c'est ça. un robot. Rien ne Alors peut voilà, l'atteindre. le côté robot, il vient de. Alors, je ne sais pas s'ils le sont par nature. Sinner, peut-être pas. Novak, peut-être un peu plus. D'ailleurs, Novak, Djokovic a fait des interviews là-dessus qui étaient assez intéressantes où il parle C'est de vrai, je pense ça. régulation cérébrale C'est ça. sans, Ouais, ouais. sans savoir que c'est de la régulation cérébrale, je pense. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant. Donc, lui, je ne sais pas si c'est un analytique pur, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un Ouais. analytique en C'est l'air premier flou. simple. Ce qui donc est très aidant parce qu'un des premiers trucs que j'apprends aux sportifs, alors ça dépend de quel sport, mais globalement, sur beaucoup de sports, l'émotionnel ne doit pas être là. Et Ah ça oui. doit pas. Et c'est le flux dont il faut le plus se méfier sur des compétitions comme le tennis, comme l'aviron, sauf à quelques moments clés. Et encore, ça doit être hyper bien dosé, mais c'est vraiment le flux qu'il faut le plus réguler. Et tu verras que tous les grands champions, pour moi, Nadal est un affectif, mais c'est un affectif régulé, je Ouais. pense. Je ne le Ouais. connais pas. Moi non plus, Euh, mais vu tout ce que tu décris depuis le début du live, oui, ça ressemble un peu à ça. voilà. Et donc, Federer, au départ, apparemment, c'était un émotionnel. Et eh au ouais, final, il est devenu analytique. Enfin, j'ai l'impression qu'il est devenu analytique. ouais, exactement. Et ce que je dis, tu vois, là, bah, typiquement, j'ai C'est passionnant. une championne d'aviron, une jeune championne qui est en Coupe du Monde d'aviron là, là, ce week-end. Je ne sais pas si elle est là ou pas, mais je pense pas. Je pense qu'elle est surtout en train de s'entraîner ou de récupérer, peu importe, elle a mieux à faire. Là, en tout cas, puisqu'elle est en Coupe du Monde. Pas parce que le live n'est pas intéressant, mais Elle reverra, il va être republié. Il n'y a pas de la souci. meuf, elle se perd. Qu'est-ce que je voulais dire? Et elle a deux finales de Coupe du Monde, une samedi, une dimanche, parce qu'elle joue dans deux catégories, x4, x8, d'accord, samedi, dimanche. Bah, le truc qu'on a bossé, c'est, je lui ai dit, samedi, peu importe le résultat, tu le vis comme une demi-finale. Tu ne peux pas laisser monter les émotions, si c'est une victoire, un podium, peu importe, c'est pas possible parce que le lendemain, il y a finale, il y a refinale. Et donc, du coup, sur le Dakar, c'est pareil. T'es premier, c'est la fin, tout ce qui peut amener une charge émotionnelle. C'est la fin du match. Oh mon Dieu, je suis premier. Oh mon Dieu, je suis dernier. Ah, je vais. Non, 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 non. On- Une balle après l'autre, un jeu après l'autre, une finale après l'autre. Et c'est vrai, je lui dis, et j'en ai conscience, je lui dis, j'ai conscience que ce que je te dis, c'est presque horrible parce que je te dis, si tu gagnes, faut pas célébrer. Mais en même temps, c'est la seule clé parce que quand tu fais exploser un de tes flux d'informations, c'est très difficile de le déconnecter, de le faire redescendre. Là, l'enjeu, c'est de se dire, la finale étant samedi soir, comment on fait redescendre le flux émotionnel alors que la deuxième finale est dimanche. On n'aura pas le temps et en plus, c'est ce flux-là qui va être le plus activé. Donc l'idée, c'est pas ce flux-là dont on a besoin pour la deuxième finale. Donc on va réguler, on va activer un autre flux, quitte à paraître un peu distancié, un peu froid, mais c'est la clé de nombreuses performances sur de nombreux sports, la régulation émotionnelle. Ça me fait beaucoup penser à Léon Marchand aux Jeux Olympiques, avec ses enchaînements de courses, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a un côté où en fait tu dois pas être. Je vais répondre à la question, hein. Hmm. Attends, Murray, ouais, exactement par rapport à Murray. Il y a, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a ce côté où en fait il faut pas laisser monter pour pas que ça descende trop bas. Pas de pas de fluctuation émotionnelle parce que la moindre fluctuation émotionnelle, qu'elle soit en haut ou qu'elle soit en bas, te consomme énormément d'énergie. Et en plus, ça modifie ta perception, il y a plein d'impacts sur le cerveau. Donc l'idée, c'est les émotions doivent rester le plus bas possible. On a deux questions intéressantes. Vous dites que l'émotionnel ne doit pas être là. Comment faire pour qu'il n'y soit pas? Mm. Et deuxième question, Anto, salut Anto, je me disais, ça faisait longtemps que ça m'étonnait que tu n'avais pas posé de questions encore. As-tu déjà bossé avec des athlètes para? Et est-ce que tu y vois une différence positive ou négative sur le mindset? Alors, pour comment faire pour que l'émotionnel ne soit pas là? Eh ben, en fait, il y a différentes techniques qui se travaillent, des techniques en match. Alors, d'abord, pour moi, il y a un travail de fond, de régulation émotionnelle dans le quotidien de l'athlète, parce qu'en fait, tes émotions, elles sont tout le temps là. Ce qui veut donc dire que si tu as une surcharge émotionnelle en match, il y a de grandes chances que tu l'aies aussi dans ta vie de tous les jours. Donc, l'idée, ça va être de se dire, OK, comment j'utilise mon quotidien pour déjà apprendre à réguler mes émotions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va travailler aussi en travail de fond sur, tu peux travailler en tout cas en travail de fond sur tes pensées, la régulation de tes pensées. Pourquoi? Parce que entre une pensée un peu anxiogène, genre si je loupe ce dernier point, c'est mort, et l'émotion qui va te surpasser, qui va te dépasser, va se passer des tas de pensées qui vont venir alimenter le premier point anxiogène. Si tu réduis ce flux de pensées, bah en fait, il va y avoir une petite montée d'anxiété qui va rapidement diminuer parce qu'elle n'est pas à alimenter, ce que j'appelle éviter de monter la mayonnaise. Donc pour ça, il y a des techniques, enfin moi j'utilise une technique assez simple, à la fois un travail de fond, parce qu'en fait si tu es un hyper affectif dans ta vie de tous les jours, tu vas pas pouvoir réguler ton flux émotionnel en match, ça c'est sûr. Mais si tu fais un travail de fond ou si ta charge émotionnelle n'est pas trop importante ou juste ponctuelle, tu peux, et il y a un réel dans mon Instagram sur le sujet que j'appelle la saturation cognitive. En fait, l'idée, ça va être de surcharger ton cerveau dans les sensations et dans l'analyse pour éviter que ton flux émotionnel soit activé. Comme je disais tout à l'heure, ton cerveau, il va mettre de l'énergie. Il ne peut pas mettre de l'énergie partout. Autrement dit, je ne peux pas être en train de te demander de résoudre une équation, en même temps de sentir tes pieds et en même temps de te souvenir de, je sais pas, de tes dernières vacances chez ta grand-mère. Si c'était des super vacances. C'est impossible. En fait, il va falloir séquencer. Au mieux, tu peux faire deux choses, tu ne pourras pas en faire trois. Donc, il y a une technique que j'utilise souvent, c'est quand vous retournez au filet. L'idée, ça va être d'essayer de caler, pourquoi pas, sa respiration sur ses pas et de compter, c'est-à-dire d'être capable de compter, tiens, une inspire, deux pas, une expire, deux pas, une inspire, deux pas, une expire, deux pas. Quand tu fais ça, tu es à la fois en train d'activer ton analytique, en même temps d'activer tes sensations, et donc tu n'as pas du tout le temps d'activer tes émotions. C'est une saturation cognitive dans des flux d'informations qui ne sont pas celui qui te fait défaut. Je ne sais pas si je suis claire, mais globalement, c'est des techniques que j'utilise. Il y avait une autre question, je me suis trompée ou il y avait autre Oui, chose? oui. Non, non, tu t'es pas Ah, trompé. paralympique. Oui. Est-ce que tu avais déjà bossé avec eux? Est-ce que tu y vois une différence positive ou négative sur le mindset? J'ai failli travailler avec une joueuse de goalball pour les Jeux. Ball. Ball. Ouais, de goalball, je ne connaissais pas. Ça ne s'est pas fait parce qu'elle n'a pas été sélectionnée pour les JO. On travaillait quand même un peu ensemble. Je pourrais pas te dire si j'y vois une différence, j'ai pas assez d'expérience sur le sujet. Je travaille là avec un chef d'entreprise. Para, je ne vois pas de différence. Donc, j'ai peut-être pas assez encore d'expérience là-dessus, donc, pour être clair. A priori, non, j'ai envie de dire, mais j'ai peut-être pas assez d'expérience. Du coup, tu disais que tu voulais développer plus sur le collectif, mais est-ce que tu as des sports que tu aimerais, dans lesquels tu aimerais travailler et ça n'a pas été le cas encore? Et oui, alors il y en a un, j'ai failli, et puis ça ne s'est pas fait, bon, comme dans différents projets, ça peut arriver, mais étant fille des Sables d'Olonne, La voile. le Vendée Globe me La voile.
me ferait bien plaisir. Voilà. Donc, Tu normalement, m'étonnes. enfin, voilà, ça me plairait de travailler avec un navigateur parce qu'on se retrouve avec à la fois c'est comme un Dakar sur l'eau, quoi. Et donc ça me plairait pas mal. Et pas dans la danse, justement, non plus? Ah, c'est intéressant, c'est vrai. On m'a déjà demandé si j'avais eu des danseurs. Bah non, en fait. Non. Pourquoi pas, bien sûr. Là, j'ai un projet potentiel avec un humoriste. Donc là, on se retrouve sur Non. le côté artistique. Je trouve ça D'accord. très intéressant parce Ah, que c'est intéressant, ouais. pour moi, c'est le seul projet où je vais enfin pouvoir utiliser les émotions. D'habitude, je suis là à essayer de les réguler, à se dire non, pas d'émotions, etc. Et là, je me dis, tiens, c'est la seule fois où, voilà, ça, c'est un projet où je vais pouvoir enfin aller exploiter la charge émotionnelle et aller la travailler en finesse. Mais ça, je vous en dirai plus au mois de septembre pour ceux que ça intéresse, parce que pour l'instant, voilà, on est en discussion. Mais voilà, ça fait partie des projets en cours que je trouve très intéressants. D'accord. En tout cas, moi, je vais transmettre le live à ma mère, qui est une ancienne danseuse professionnelle. Et du coup, je suis curieux d'avoir son avis là-dessus. Ça va être intéressant à voir. Eh ben, Euh, écoute, avec plaisir. Ça va être intéressant. Donc, du coup, ta méthode, elle s'appelle la Careformance. Je l'avais bien écrit d'ailleurs dans dans la trame. Euh, Enfin, comment s'en est venu ce nom? Tu l'as décrit tout au long du live, mais je prolonge un peu la question. Donc, peut-être nous la redécrire. Et si par exemple j'ai vu qu'il y avait des joueurs pros, etc. Enfin, il y a pas mal de gens qui sont passés dans le live. S'ils veulent te contacter, comment ça se passe? Voilà, comment tu fonctionnes? Fais-moi Alors, de la pub. Careformance, pourquoi ça s'appelle Careformance? Parce que les deux sont indissociables pour moi. Il y a le care, c'est vraiment le prendre soin. On est plutôt sur le côté se sentir bien. Et puis la performance. Pour moi, pourquoi les deux sont indissociables? Parce que ce qui t'empêche d'accéder à ta performance, c'est aussi ce qui t'empêche d'être heureux. Parce qu'en fait, ce qui nous empêche d'être heureux, c'est de ne pas pouvoir nous adapter à une situation. Dans tout moment de notre vie, ces moments où on va commencer à se sentir mal, c'est les moments où on se sent inadapté. On n'arrive pas à s'adapter à la situation, on n'arrive pas à faire avec. C'est pareil dans le sport, ce qui te rend contre-performance, c'est de ne pas réussir à faire avec. Donc, l'un va avec l'autre, c'est pour ça que ma boîte s'appelle Careformance. Je répondrai ensuite à la dernière question sur ça m'agace et ça m'énerve et c'est mort, je perds le match, j'adore ça et donc je réponds C'est après. tennis, ça. C'est très tennis. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Comment je travaille? En fait, je travaille en visio. Je fais des trainings d'1 heure tous les 15 jours. Quand je peux, je rencontre l'athlète d'abord, parce que c'est bien d'avoir un contact physique. Et ensuite, on fait un training d'1 heure tous les 15 jours. L'athlète a une application mobile dans laquelle il va retrouver les exercices qu'on a fait ensemble. Du coup, il peut s'entraîner tout seul. Je peux lui faire des programmes à distance. Ça m'arrive j'ai un joueur de rugby qui était en sélection équipe de France qui me dit j'ai des douleurs dans le dos. Parce qu'une des grandes différences vraiment de la préparation cérébrale, c'est vraiment d'aller chercher, d'avoir ce travail corporel sur la sensation. Et donc, je lui ai fait un programme d'exercice pour la réduction des tensions musculaires dans le dos qu'il a pu faire par audio. Et donc, ça, je peux le faire à distance. Et ça fait partie du package d'accompagnement chez les athlètes. Quand je travaille avec un athlète, je travaille sur une saison à l'année. On peut faire un test sur 6 mois, mais je suis moins fan. Parce qu'on a un vrai objectif, on s'engage sur une saison, on y va ensemble et ça nous permet de pouvoir mettre des objectifs et de mesurer des curseurs tout au long de l'année qu'on va chercher à faire évoluer. Et généralement, j'assiste ou j'essaye d'assister, ça dépend du niveau aussi de l'athlète, mais sur des hauts niveaux, normalement, j'assiste au moins à 2 ou 3 matchs ou compétitions, ce qui me Tu te permet d'aller. dépasses beaucoup, ouais. Je le vois, tu te dépasses beaucoup, ouais. Ouais, ce qui me permet d'avoir un maximum d'informations. Quand c'est à très haut niveau, qu'on est sur des gros enjeux, je peux faire toute une saison avec un athlète, vraiment me déplacer sur quasiment tous les matchs parce qu'on sait que c'est cette année, que c'est crucial, ou parce qu'on veut simplement avoir de la performance plus rapide, ce qui permet vraiment d'avoir un travail d'équipe de fond, de mesure de fond de chaque match. Et là, je peux vraiment sortir de la data, comparer des matchs. Voilà, c'est un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus riche. Et donc, voilà, globalement. Et l'athlète, bah, en fait, je travaille pas avec deux concurrents.
Voilà. Je travaille pas Avec avec deux d'autres, concurrents, avec des concurrents. c'est-à-dire avec C'est-à-dire des concurrents. c'est-à-dire que quand je signe un athlète, je ne signe pas quelqu'un qui est potentiellement son concurrent. Il a Oui. l'exclusivité sur la saison. Ça veut dire que si, par exemple, je prends un exemple, tu as un rugbyman qui est dans le top 14, tu prendras pas un autre joueur du top 14. Si, mais par exemple, si j'ai un rugbyman qui est numéro 10 dans le top 14, je ne prendrai pas un deuxième numéro 10 de la même Ah, typologie que la ce même joueur typologie, top d'accord. 14. D'accord, Voilà. d'accord, j'avais pas compris. Ok. Oui, bah c'est oui. Euh, En F2, je peux avoir deux pilotes, ce qui était le cas en début d'année, mais parce que j'ai un pilote qui est en première année d'F2 et un pilote qui est en deuxième année d'F2. Pas du tout, c'est pas, ils sont pas en concurrence, ils sont en concurrence dans le même team, mais pas vraiment en concurrence parce qu'il y en a un qui va faire 2 ans et puis il y en a un qui va faire qu'une année. Ouais, c'est Voilà. ton éthique, c'est ton éthique. Donc bah, c'est bien, d'un côté ça se comprend. Bah, c'est parce qu'en fait, je suis tellement à fond derrière mes athlètes que je me vois pas me retrouver être à fond derrière deux athlètes qui s'affrontent sur le même match. Je saurais pas comment on se débrouille. Ah mais pourquoi C'est pour le tennis ça pourrait pas mal se retrouver. Bon là tu as Amandine mais ça pourrait se retrouver si tu avais plein de joueuses françaises sur ouais, le circuit. faudrait effectivement déterminer après, mais non, en fait, je fais pas. Ok. T'as combien d'athlètes en suivi à peu près? Je suppose que t'as pas le chiffre mais J'en tu sais ai, à l'année si, à l'année en même temps, je peux en avoir une quinzaine, pas plus. c'est déjà pas mal hein. Ouais, C'est déjà beaucoup hein. c'est déjà Plus beaucoup. avec tous les déplacements que tu fais parce que voilà je suis ton compte et tout t'es partout enfin c'est une vie à 200 à l'heure quoi. Faut- Ouais, c'est vrai. Et puis il y a les matchs, il y a là où je suis, et puis il y a les doubles compétitions, c'est-à-dire que les matchs que je regarde quand je suis sur Ah une ouais. autre compétition, puisqu'il faut suivre un petit peu tout le monde. En tout cas, j'essaie un maximum de le faire. Par rapport à, pour répondre à la question sur l'énervement, quand quelque chose, l'énervement, l'énervement, c'est quoi? Non, mais il faut juste vous, c'est, l'énervement vient nous signaler quoi? L'énervement vient nous signaler que vous n'arrivez pas à accepter quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Ça m'agace. C'est ça. C'est le bébé qui pleure dans le train, c'est le point que vous venez de rater, c'est l'adversaire qui arrête pas de ricaner, je sais pas, et ça vous énerve. C'est un truc que vous ne pouvez pas changer. Ça ne change. Ce qui veut donc dire que si vous vous laissez aller à ça, ça ne vous sert strictement à rien. C'est C'est clair. inutile. C'est comme le mec qui a loupé, qui s'est fait flasher le matin à 8 heures en allant au boulot et qui va vous en parler toute la journée. Ça ne sert à rien. Ouais, C'est mais on a l'impression inutile. que ça nous défoule, ça nous fait Et du non, bien. et non, Et parce qu'en plus, oui, je suis ça d'accord. augmente la charge émotionnelle. Vous jetez votre énergie par la fenêtre, vous sortez du flux d'informations, de vos sensations pour rentrer dans votre flux d'informations des émotions. C'est done, fini. Donc, dès que vous vous agacez, et entraînez-vous dans votre quotidien. La seule chose que vous pouvez vous dire, c'est un, je suis en train d'accepter un truc que je ne peux pas changer. Deux, donc du coup, ça ne sert strictement à rien. Trois, qu'est-ce que je veux gagner ce fichu match. Quatre, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans mes sensations maintenant. Et j'arrête ça, j'arrête d'alimenter ça parce que c'est sûr que là, je me tire une balle dans le pied tout seul. Est-ce que je connais la méthode TOP? Oui, je connais la méthode TOP, la méthode d'optimisation du potentiel. En fait, il y a plein de trucs qui portent des noms différents, mais au final, on va retrouver pas mal d'outils. Mais c'est un process, ils l'ont processé d'une manière qu'ils ont appelé ça, qu'ils ont appelé TOP. On va retrouver beaucoup de choses de prépa mentale ou de préparation cérébrale dedans. Bonjour, pour déterminer le profil psychologique d'un athlète, quel outil utilisez-vous? Alors moi, je ne fais pas de profil psychologique. C'est pas une profileuse non plus. Je fais un profil cérébral et on fait un échange. Et dans quel cas on va déterminer les limites. Je vais poser deux, trois questions pour m'assurer que c'est bien ce profil-là. Et ensuite, je fais passer un OMSAT 6. Un OMSAT 6, c'est un test qui permet de mesurer le profil, le circuit cognitif que vous utilisez le plus et qui détermine aussi des limites. Donc, ça me permet aussi de corroborer avec mon premier entretien. Oui, claquer fort une balle après être énervé, oui, ça défoule, mort de rire, mais inutile. Ouais, complètement. Il y a toujours des émotions, qu'elles soient positives ou négatives en match. Les meilleurs sont ceux qui sortent très vite de ces émotions. Exactement. Ou ceux Mhm. qui régulent la. Alors moi, j'aime bien. Qui sortent le plus vite, oui, mais pour en sortir vite, il faut limiter
la charge émotionnelle. Ce qui va vous permettre de sortir vite d'une émotion, c'est sa charge. Si elle est trop importante, c'est comme quand vous vous réveillez la nuit. Si vous vous réveillez trop haut, ça va être beaucoup plus compliqué de retourner dans le sommeil. C'est pareil avec les émotions. Tu travailles sur les Donc, notions d'ancrage aussi, Aurélie, parce dans le tennis, c'est très connu, c'est ouais. Raonic, un Canadien qui, en chaque changement de côté pour redescendre, il faisait Ouais. semblant de faire du piano. Oui, tu peux utiliser toutes sortes d'ancrages, évidemment. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, dans le tennis, je trouve, pas particulièrement, mais on fait pour faire. C'est-à-dire qu'on se dit que faire un truc, c'est un ancrage. Non, c'est faux. S'il n'y a pas un vécu corporel associé à ce que vous faites, ça ne sert strictement à rien. Globalement, vous pourrez vous dire tous les jours que juste, oh tiens, j'enlève ma veste et symboliquement, je laisse le travail derrière moi. Si Hmm. c'est si c'est pensé avec votre flux analytique et qu'il ne se passe rien dans votre flux corporel, c'est pas un ancrage. C'est D'accord. une technique pensée analytique qui est une forme de pensée magique, mais ça fonctionnera pas. Et ça, je l'ai vu beaucoup dans le tennis. Ah oui, oui, moi j'ai ma routine. Ouais, et donc c'est quoi? Ben, je fais toujours la même chose dans le même sens. Ben non. En fait, si tu n'y as pas ancré une émotion ou un état corporel particulier, c'est pas une routine. C'est juste un rituel. C'est pas du tout pareil. Et les C'est un ancrages, c'est rituel, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. voilà. Ok. Et tu as été assez direct pour parler de l'énervement. Est-ce que, Hmm. voilà, c'est assez cash. Est-ce que, pour le coup, ça peut t'arriver entre guillemets, d'engueuler un athlète? Oh, non. Ah non, 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 non. Il y a un lien avec la sophrologie, j'y reviendrai. Il y a des liens avec tout, la sophrologie ayant elle-même des liens. Bref, on y reviendra. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, 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 parce que moi, je suis pas là pour moi. Je suis là pour un individu. Hmm. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois des choses qui m'agacent. Par exemple, parfois le manque de cohérence. Un athlète qui va me dire ah oui, oui, non moi je veux, puis après on le voit un peu faire n'importe quoi, on se dit ouais. Donc, juste Et ma vu qu'on lumière. travaille tous beaucoup, et comment on fait pour créer un ancrage? Ah, bah, il faut travailler avec un professionnel. C'est Je pourrais ça. vous donner, je vais essayer de vous donner une petite réponse sans, et puis après il faudra que je vous laisse Ouais, malheureusement. ouais. Ils Mais sont bavards, hein. c'est Mais hyper c'est bien, c'est bon intéressant. signe. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quoi? J'étais en train de dire quoi? Tu te Tu m'as rappelles? perdu. Ouais, Tu m'as perdu. ouais. On L'agacement, était. c'était un peu Oui, cash. oui, je te disais, est-ce que Ouais, tu as engueulé ça peut entre guillemets m'arriver. un athlète, ouais. Ça peut m'arriver parce que, bah, parce qu'on y consacre beaucoup. Non, je ne m'énerve jamais contre un athlète. Je peux m'agacer un peu toute seule en me disant, bon, là, c'est pas cool parce que on s'investit tous tellement que s'il est pas cohérent. Mais en vrai, chacun fait tellement ce qu'il peut. Mais non, c'est très, très rare. En vrai, moi, je suis là pour un individu. Je suis là pour qu'il soit bien, qu'il se sente bien. Pour comprendre aussi, tiens, pourquoi il n'a pas fait un truc qu'on a vu ensemble. Est-ce que j'ai été assez claire? Est-ce que l'objectif est assez net? Est-ce qu'il en voit suffisamment l'intérêt? Enfin, voilà, il y a plein de choses à comprendre avant d'aller s'agacer contre quelqu'un. Il y a suffisamment de remise en question à faire de son côté à soi. Donc, bon, non. Tu parles de routine. Tu as quelques exemples de routine? Non, j'ai pas des exemples de routine. Je trouve qu'un athlète doit avoir sa propre routine. Pour moi, une routine, c'est quoi? C'est quatre points clés, enfin j'en prends quatre. Alors il peut y avoir différents types de routines. Il y a la routine de préparation, ce que j'appelle la starter routine. Et là, ça va être quatre moments clés avant une compétition dans lesquels on va ancrer un sentiment précis, par exemple de la sérénité ou de la confiance. J'aime bien faire démarrer la starter routine avant la compétition. Par exemple, on va utiliser la douche la veille au soir. Donc, quand je suis sous la douche, je me connecte voilà, à la confiance. Le matin au petit-déj, quand je bois mon jus d'orange, je sais pas quoi, hop là, j'avale de la confiance. Ensuite, quand je fais mon échauffement, j'active la confiance. Et puis, quand je fais autre chose, pareil. Et c'est très lié aux sensations. C'est-à-dire qu'on doit sentir que d'un point de vue des sensations, il y a quelque chose qui augmente et qui nous crée une assise de sensations qui a deux effets hyper intéressants. Le premier, c'est d'activer le bon flux d'informations pour aller jouer, pour aller faire son sport. Il vaut mieux être dans ses sensations, dans ses émotions, dans ses pensées. Et le deuxième, c'est de créer un socle de confiance ou de sérénité dont l'athlète a besoin pour asseoir un peu un mindset qui va lui être bénéfique pour la compétition.
Comment on fait pour créer un ancrage? Ben, comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on utilise un geste qui est associé à une sensation ou un état très précis. Et en faisant ce geste, on doit ressentir la sensation et l'émotion. Si on ne le ressent pas, c'est juste faire pour faire, ça ne sert pas à grand-chose. Y a-t-il un lien avec la sophrologie? Je ne sais pas ce qui te fait dire ça, mais j'ai envie de te dire que il y a plein de méthodes qui ont été marketées différemment parce qu'elles ont un objectif différent. La sophrologie, l'objectif, c'est le développement de la conscience de l'individu. On n'est pas sur de la performance sportive, on est sur la conscience de l'individu. Beaucoup d'outils très intéressants. Il y a forcément, ayant été formé en premier en sophro, il y a forcément des tas d'exercices que j'utilise ou des concepts que j'utilise de la sophrologie, mais elle-même s'est inspirée de concepts d'Orient et d'Occident. Donc au final, il n'y a personne qui a inventé la poudre. Ce qui va faire ta différence en tant que prépa, c'est le décryptage que tu y amènes et la pertinence, la pertinence du décryptage que tu y amènes, qui pour moi fait vraiment, qui va faire ta méthode un peu. Voilà, globalement, pour résumer. Bah, écoute, je crois que ça fait 1 h 15, c'est déjà pas mal, je pense. Franchement, c'était passionnant. Je crois que j'ai rarement fait un live où j'ai appris autant de choses. On va être très Ah, honnête. trop, Non, ça fait franchement, plaisir. c'était passionnant. Je vais très vite le repartager. Je pense que dès qu'on a fini, je vais le remettre en ligne. Non, non, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup pour ton temps. Voilà, j'espère que mes questions étaient Ouais, plutôt pertinentes. J'ai essayé d'être le plus en rebond. c'était Euh, ouais, c'était un vrai plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et vraiment, moi, ce que j'aime, c'est vraiment partager. Donc, voilà, j'ai plein de projets d'écrire un bouquin, de faire des formations, des choses, parce que j'ai vraiment, je manque un peu de temps, mais mon objectif, c'est vraiment d'ouvrir ce savoir à tout type d'athlète, mais à tout un chacun, en fait, vraiment. Ah, coucou Nathan, c'est un de mes joueurs de rugby qui est là. ah, Et bah, écoute, merci Serge pour ton suivi fervent enfin régulier. Donc ça fait plaisir. Merci à tout le monde. c'est vrai que tu as une bonne petite communauté aussi, j'ai vu. Tu es que sur Instagram? J'ai pas fait attention. T'es sur YouTube aussi? Non, Non, pas je suis encore. pas. Ouais. J'essaie déjà de faire des choses sur Insta. Je te cache pas que des fois je me dis Il faut du temps. ouais, il faut du temps. Puis j'aime bien les choses bien faites. Alors du coup je me Il faut mets. du temps Enfin à voilà. monter, du coup. Ouais, alors qu'en vrai je me dis ce sur Insta. Bon bref, en se détendant et en faisant des trucs plus simples parfois. Mais bon, c'est pas mon. Bon, c'est comme ça que je fais. Mais ouais, j'essaie de partager surtout sur Insta. Bah écoute, j'espère qu'on se croisera sur un tournoi peut-être l'année prochaine. Là, j'y Avec vais plus plaisir. trop y aller fin d'année, mais l'année prochaine, pourquoi pas sur un tournoi, ça Avec pourrait être grand une sympa. plaisir. Avec Benoît Père. Voilà. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa, ouais, c'est vrai. Ouais, Non, avec Amandine, hein, peut-être que tu iras voir un match ah, mais d'Amandine. bien sûr, avec Amandine. Surtout avec Voilà. Amandine. Ah oui, c'est bien. Déjà faut qu'elle soigne ses bobos là, Amandine déjà dans un premier temps. Exactement. Tout à fait. Ouais. On y travaille. Bon, eh ben merci beaucoup. Merci à Merci à tous ceux tous. qui se sont connectés. Je pense qu'il y a eu pas mal de Ouais. monde. Donc, merci pour Merci beaucoup. votre participation et ben, je vais repartager le live dans la soirée. Voilà. Avec grand plaisir. Et bah, à bientôt. À bientôt. Merci Aurélie. Ciao tout le monde. Ciao.